Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 18 novembre. C'est la première fois de l'année où nous nous retrouvons au One Point. Comme quoi, nous avons pris notre temps, mais nous y sommes. Le sujet du soir, le sujet de ce nouveau plateau, je crois que c'est le 24e ou le 25e, s'intitule « Le bonheur est dans l'assiette ». Alors vous me direz parfois, le bonheur c'est l'assiette, parfois c'est ce qu'il y a dedans. Parfois, le malheur, c'est de voir son assiette vide ou voir son assiette triste. Voilà. Mais n'empêche que le bonheur est dans l'assiette. Alors, on a choisi ce thème parce que, d'abord, en France, peut-être que plus qu'ailleurs encore, notre rapport à l'alimentation, notre rapport à la nutrition, notre rapport à la nourriture, notre rapport tout simplement à manger est culturellement extrêmement fort, extrêmement puissant. Il descend d'ailleurs, toutes les traces historiques montrent qu'en France, il y a toujours eu comme ça ce plaisir de la table. Un plaisir de la table qui est souvent d'ailleurs un plaisir aussi du partage, de l'échange. Hein, on s'offre des mets, on se sert du vin, que sais-je encore. Donc il y a aussi ce plaisir de la table, c'est aussi un plaisir du partage. On pourrait dire amusant. Je joue évidemment sur la notion d'âge. Et puis, donc on va revenir sur tout ça parce que très souvent, il y a aussi dans l'idée que, oui, mais enfin, avec l'âge, on n'a plus faim. Ou avec l'âge, on mange plus. Ou avec l'âge, on n'aime plus ça. Ou au contraire, d'autres qui vont dire, ah, c'est le dernier plaisir qui reste. Mais il y a celui-là encore. On va quand même pas me le prendre. Vous voyez, il y a un peu comme ça ces représentations. Et puis, on verra aussi, on s'est intéressé aussi à ce sujet parce que, au-delà d'un aspect, on pourrait dire culturel, c'est aussi un aspect de différence. Norbert Elias avait repéré que dès le XIIIe siècle, il y avait justement comme ça des différences entre les gens de la paysannerie et puis les gens plus chics. À l'époque, on parlait on mangeait courtoisement. C'était un peu le terme. Les gens qui mangeaient courtoisement, c'était les gens de la haute, qui eux ne mangeaient pas trop avec les mains, faisaient un peu attention, et ainsi de suite. Donc déjà, le repas, la nourriture était aussi un lieu de distinction sociale, mais aussi parfois, justement, un lieu de distinction entre les âges. Oh, les bébés, les enfants, ils vont manger des bonbons, mais c'est pas grave, c'est normal. Puis à partir d'un certain âge, ça ne se fait plus. Ah, puis des gens âgés qui voudraient un petit plaisir, une petite gourmandise, enfin quand même, c'est plus leur âge. Hein, il y a aussi comme ça ces représentations. Donc vraiment, la nourriture, c'est aussi, très fortement, aussi une question sociale. Mais bien sûr, la nourriture, c'est une question de santé. Alors, quand on parle de santé, on peut dire, oh là là, on va penser aux interdits. Avec l'âge, souvent, finalement, on a eu de plus en plus d'interdits. Faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut pas manger ci, c'est pas bien, il y a eu diabète, que sais-je encore. Et plus on avance en âge, plus parfois les interdits augmentent, une sorte de millefeuille négatif, en quelque sorte. Pas très très drôle non plus. Vous voyez, donc, mais c'est aussi ça. Se nourrir, c'est aussi une question de santé. Alors, le bon sens populaire l'a souvent dit. Manger une pomme tous les jours éloigne la vue du docteur. Le chocolat, c'est bon pour le moral. Que sais-je encore. Il y a aussi cette question, c'est on creuse sa tombe avec ses dents. Il y a plein d'expressions comme ça qui rappellent aussi que même sans avoir beaucoup de savoir, je sais qu'il y a ce soir avec nous plein de diététiciens et diététiciennes, même sans le savoir, notre bon sens populaire intégrait très fortement ce rapport entre la santé et la nourriture. Et nous, on va y revenir aussi, mais en gardant un élément qui est peut-être le meilleur pour la santé, qui s'appelle le plaisir. Le plaisir participe de la santé. On a avec nous Hélène Clary de France Alzheimer et le président de France Alzheimer, Joël Jaouen, parle souvent de rigolothérapie. Quand on travaille, par exemple, sur la médecine complémentaire et alternative avec lui dit, mais il faut en rajouter une. Ça s'appelle la rigolothérapie. Il y a aussi la thérapie du bien manger. Il y a aussi le plaisir de partager quelque chose de bon. Le plaisir parce que c'est bon et puis parce qu'on le partage. Et pourquoi on a choisi ce sujet? Pour toutes ces raisons. Toutes ces raisons sont extrêmement importantes. Vous savez, il y a toujours ce débat, est-ce qu'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? Ça dépend des gens. Hein. Moi, j'ai plutôt choisi la deuxième phase, mais voilà. Et donc, on s'est dit, il y a aussi tout ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension de plaisir qui parfois est mise un peu de côté parce qu'on parle trop de questions de santé et qu'on oppose un petit peu les deux. On verra que ça s'oppose pas nécessairement. Et puis on a voulu aussi organiser ce plateau sur ce sujet-là parce que nous sommes au beau milieu de la semaine de la lutte contre la dénutrition des personnes âgées. C'est un collectif qui a été créé il y a déjà plusieurs années. Il y aura avec nous une professeure extrêmement importante qui va nous en parler, qui va doctement, mais avec gentillesse
sagesse et compréhension pour tout le monde, nous expliciter un certain nombre de choses sur ce sujet-là. Mais on trouvait aussi que c'était important, c'est notre manière à nous de participer à cette semaine, et plus largement, de dire encore une fois que quand on parle des âges, quand on parle du vieillissement, on parle d'abord tout simplement de la vie. Et dans la vie, encore une fois, il y a ces histoires de bonne, de bonne bouffe. Donc, j'ai parlé d'interdit, mais là, on n'aura pas d'interdit pendant toute cette heure et demie que nous allons passer ensemble. On va avoir plein d'événements, plein de discussions, plein d'échanges, mais je vous laisse les découvrir au fur et à mesure. Aude ? Merci, bonsoir à tous. C'est effectivement avec grand plaisir que nous nous retrouvons dans cet endroit qui a vu naître les plateaux il y a presque 4 ans, plus de 4 ans maintenant. Donc une soirée consacrée au plaisir de manger. Et nous mettons à l'honneur ce soir, et je tiens à les remercier, nos intervenants et plus spécialement deux résidentes d'EHPAD, de maisons de retraite de Paris qui sont venues nous rejoindre ce soir. Madame Nicole Marbeau et Madame Michèle Vigneault qui viendront témoigner justement de leur gourmandise et de le plaisir de manger aussi en maison de retraite. Nous accueillons également Hélène Clary, qui est directrice des missions sociales à France Alzheimer. Charlotte Fayolle, qui est diététicienne dans une clinique, le Balcon Lyonnais, donc à côté de Lyon. Le professeur Agathe Reynaud-Simon, qui est chef du département de gériatrie de l'hôpital Bichat, président de la Fédération française de nutrition et membre du collectif de lutte contre la dénutrition. Mathieu Renaud, qui est chef cuisinier, également dans une clinique de soins de suite et de réadaptation à côté de Lyon. Et notre grand témoin ce soir est Jérôme Gage, qui est cofondateur du think tank Matière Grise et qui est également membre du collectif de lutte contre la dénutrition. Alors un programme riche ce soir. Alors je vous rappelle à toutes et tous la possibilité de participer à cette soirée. Pour ceux qui nous suivent en live sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de poser vos questions via le système de chat. Et nous offrons également 2 jours de formation pour des chefs d'établissements, alors soit de cliniques, de maisons de retraite, de résidences-services, à l'école Le Nôtre. Donc là, pour participer, c'est également très simple. Il suffit de vous rendre sur la plateforme du live, de remplir le formulaire et il y aura un tirage au sort qui sera réalisé à la fin du plateau. Et donc vous pouvez remplir ce formulaire jusqu'à 19h, donc n'hésitez pas. Alors on va démarrer cette soirée avec un micro-trottoir que nous avons réalisé. Nous sommes allés interroger des personnes dans la rue justement sur ce qu'elles pensaient de la nourriture en maison de retraite et de l'alimentation des aînés. Mon expérience des repas partagés avec ma grand-mère dans son EHPAD, non, on mangeait pas très bien, ça faisait un peu cantine scolaire. Pas de choix, pas de contrôle. Ils doivent manger beaucoup de choses qui sont surgelées. Quand la nourriture est faite par les cuisiniers, ça peut être quelque chose de bien. A priori, on ne doit pas y manger très bien, mais c'est pas sûr, en fin de compte. Manger des trucs bien équilibrés par rapport à leur santé. Ça veut dire les produits frais. La manière dont c'est présenté, ça c'est très important aussi. C'est continuer à découvrir de nouvelles saveurs, explorer. Continuer d'avoir un choix. C'est pas forcément manger beaucoup, mais c'est manger adapté par rapport à sa physiologie, par rapport à son âge et par rapport peut-être aussi à ses pathologies, quoi. Faut qu'il y ait les deux. Ouais. Qu'il y ait le plaisir et que ce soit bon pour la santé. Faudrait pas être restreinte, c'est ça ce que tu veux dire? Ouais, faut respecter pour pas que ça apporte atteinte à notre santé, mais il faut se faire aussi plaisir, sinon c'est triste quand même. Les deux vont ensemble, la nourriture saine et le plaisir. Il faut se faire plaisir en mangeant très correctement. L'important, c'est aussi d'être bien dans sa tête. Et il faut quand même qu'ils se fassent plaisir parce que c'est un des derniers plaisirs qu'il leur reste, donc ouais, c'est quand même important. Un verre de vin de temps en temps, c'est pas grave, mais c'est pas une bouteille par jour. Et pourquoi pas une bouteille par jour, hein? Alors, Madame Marbeau, alors on a écouté là un petit peu les représentations, ce que disent les gens de comment on mange peut-être mal en maison de retraite. Vous, je m'inscris en faux.
rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je m'inscris en faux contre cette chose. On ne mange pas mal en maison de retraite. Il y a des catégories de maisons de retraite, bien sûr différentes, et il y en a qui sont bien. Et quand on a la chance d'avoir un cuisinier qui n'a pas envie de donner n'importe quoi, n'importe comment, eh ben c'est bien agréable. Et je dois dire que l'atmosphère générale de la salle à manger s'en ressent. Parce que, bien sûr, il y a eu des crampons, là, ces temps-ci, beaucoup de gens. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire des arrière-grands-parents? On va les caser, on va les mettre où? C'est ça, on a l'impression très honnêtement qu'il a fallu trouver un endroit pour pouvoir qu'ils subsistent un petit peu pendant la période de vacances. Eh bien, maintenant, je dois dire que c'est très important parce que les gens sont encore de plus en plus rattachés à leur maison de retraite. La maison de retraite, elle est conviviale. La maison de retraite est conviviale et je dois dire que c'est important pour nous parce que tout d'un coup, on se retrouve, on reconstitue une cellule familiale, si vous voulez. Si l'on peut, on est content de pouvoir discuter. Alors bien sûr, il y a la personne malentendante, il y a le diabétique qui se précipite sur le sucre, il y a tous les cas d'espèce. Et qu'est-ce qu'on est tranquille quand on est en maison de retraite. Enfin, on peut manger ce que l'on veut sans que vos enfants vous disent non, c'est interdit pour toi, non. Merci beaucoup, c'est un très bon résumé de tout ça. Finalement, on vous traite comme des grands. Voilà. Parce que vous en êtes, tout simplement. Alors, Michel Vigneault, vous aussi, vous êtes résidente en maison de retraite. Oui. Et j'ai cru comprendre que vous étiez assez gourmande. Et est-ce que du coup, le chef vous fait plaisir? Est-ce que, pareil, vous avez ce plaisir, comme Nicole Barbeau, d'être à table? Je pense être plus gourmet que gourmande. Et le chef, effectivement, répond parfaitement à mes envies, à la quantité que je souhaite manger. Tout se passe très, très bien. Et c'est vraiment un plaisir que d'être dans cette maison de retraite. Ah oui. C'est bien, c'est important. Ben oui, bien sûr. Et vous disiez là, quand on l'avait préparé, vous aviez une formule en disant quand vous regardiez le menu, vous vous régaliez à l'avance. Il y a comme ça des choses qui vous plaisent plus que d'autres, où vous dites oh là, ça va vraiment être chouette. Pratiquement tous les jours, les menus sont toujours très bien équilibrés. C'est très varié. J'allais dire au niveau légumes, toujours féculents, légumes verts, fromage, dessert. Et si par hasard on veut changer, il n'y a pas de problème. On peut demander quoi que ce soit, c'est toujours donné très gentiment et sans aucune difficulté. Et si vous voulez reprendre du dessert, ça va? Oui. Ah, bien sûr. Oui. Tous les diabétiques. Ah, visiblement. Alors, Nicole Barbeau, pour que le repas soit justement un moment de plaisir, c'est quoi la recette, justement, puisqu'on parle de cuisine? Déjà, c'est la présentation des mets à table. Si la salle à manger est sympathique, c'est important, parce que c'est quand même très important d'être dans un cadre agréable, jeune, parce que, non pas qu'on a l'air un peu d'être des chefs-d'œuvre en péril, et que bien souvent, c'est difficile, et on est content de retrouver une atmosphère gaie à table. Ça, je crois qu'il faut se dire qu'on n'a pas besoin d'être une société particulière, à part, et on a envie, d'ailleurs, quand on voit le chef qui a un gros sourire parce que tout le monde a tout mangé, ça fait plaisir. Et quand on dit au chef, vous savez, chef, nous, on aurait bien aimé manger des petites meringues de temps en temps. Et le chef dit, ah bon? Oui, on aimerait bien. Eh bien, le chef nous fait le lendemain des meringues. C'est très gentil de sa part. Puis c'est très bon. Oui, c'est très bon, oui. Mais du coup, vous disiez, il y a un petit côté famille. Oui. Est-ce que justement, quand on vient vous visiter, est-ce que c'est aussi, est-ce que vous invitez du coup à table? Ah, bien sûr, on invite à table. Et vous savez qu'il y a une race qui est très, très critique. Ce sont les arrière-petits-enfants qui vous disent
Ah ben c'est bien ton resto, il est sympathique, on va y retourner, on veut bien revenir, et ben ça fait plaisir. Et je pense que les sociétés qui font tout pour attirer aussi les enfants, une salle à manger un peu à part ou n'importe quoi, ben ça c'est très heureux parce que la famille peut se reconstituer un tout petit peu et c'est très important. Et ils sont ravis de voir le contexte dans lequel on vit parce qu'ils ne comprennent pas tout d'un coup que les grands-parents qui vivaient dans un grand appartement, tout d'un coup on rétrécit l'appartement. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Ils ne comprennent pas. Mais par contre, ils sont ravis parce qu'il y a beaucoup de desserts et que les gens sont gentils avec eux. Alors, que demande le peuple, hein? Oui. Tout va bien. Tout va bien. Et du coup, ils veulent revenir. Ils veulent revenir. D'accord. Ça leur change du McDo, c'est bien. Ah, mais oui. Et ils vous disent, nous, c'est la demi-pension, c'était pire, hein, faut pas croire. Oui, on a toujours des images. Oui. Ouais, tout à fait. Michel Vigneault, pareil, est-ce que vous avez des goûts, bien évidemment Voilà, j'ai un souvenir de coquille Saint-Jacques. Oui, par exemple. Voilà. Ah, oui. Et donc, est-ce que du coup vous dialoguez avec le chef pour dire, moi j'aimerais plutôt ça. Alors évidemment, il y a les autres membres du collectif et les autres personnes qui déjeunent ou qui dînent avec vous, mais du coup comment ça se passe avec le chef? Est-ce qu'on peut dire comme ça, moi je préférerais ça ou... Avec le chef, oui, on arrive très facilement à discuter. Il est toujours à l'écoute, prêt d'ailleurs à rigoler quand on parle de certains plats, certaines choses, en disant effectivement. Par contre, d'autres plats, c'est peut-être plus difficile à réaliser, enfin à faire admettre. Il y a quand même aussi des préférences, oui. Et il est très très ouvert, et toujours présent. Je vais dire, il vient dans la salle à manger, il parle aux résidents gentiment, demande comment ça se passe. Très à l'écoute et regarde effectivement si les assiettes sont reparties vides, et la présentation de l'assiette, tout un ensemble. À l'une et à l'autre, on peut dire ces chefs sont relativement jeunes, je sais pas, 30, 40, 50, enfin voilà. Et parfois il y avait des plats que vous aimiez beaucoup il y a très longtemps, qui parfois ont été un peu oubliés, parce que voilà. Est-ce que du coup, il y a aussi un échange pour leur dire, tiens, c'était ça qu'on mangeait avant, ou des choses comme ça, ou pas spécialement? Écoutez, pour l'instant, quand même, il y a certains plats, style palette, j'allais dire aux lentilles, blanquette de veau. Non, mais ça fait partie de choses qu'on retrouve assez régulièrement. Toujours des plats de saison aussi, avec des choux de Bruxelles, avec du potimarron, avec des brocolis, des choses comme celle-là. Mais c'est toujours très varié et je trouve très très bien présenté. Oui, il y a un effort de présentation, certes, des plats. Parce que c'est très important, parce que quand on voit arriver des plats qui nagent dans une sauce bizarroïde, on n'a pas tellement envie. Comme en plus les gens qui sont là sont tous en état, dirons-nous, de perturbation morale, parce qu'ils se retrouvent dans un contexte différent de chez eux, eh bien, je pense qu'on est beaucoup plus sensible au cadre, à la présentation des plats. Alors bien sûr, je pense, moi j'ai eu la chance de ne jamais être demi-pensionnaire, alors je suis tolérante. Mais je dois dire que la lentille est un des plats favoris de tous les établissements. Eh bien, nous n'avons pas un palais spécial pour lentilles. Je dois vous dire très honnêtement qu'on est assez content quand de toute façon on mange autre chose. Mais c'est très important, parce qu'on a l'impression d'être encore dans le coup. Ce qui est terrible, c'est qu'on se dit, ce sont les gâteaux de service, on ne va pas insister, celui-là ne mangera pas, il ne va pas se précipiter sur la nourriture, et puis les diabétiques, il ne mangera rien. Eh bien, détrompez-vous, ce sont les diabétiques qui mangent le plus. Bon, on va faire un spécial diabète après. Je crois qu'on va organiser quelque chose autour de cela. Merci vraiment à toutes les deux. Alors, professeur Reynaud-Simon, alors je pourrais peut-être vous demander pourquoi les lentilles, mais plus largement, c'est de ce que vous avez entendu.
On aimerait tout simplement entendre votre réaction à ces deux témoignages extrêmement joyeux et assez centrés sur la question du diabète. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui et je suis ravie de vous rencontrer toutes les deux en particulier. Alors, je pense que dans les EHPAD, il y a... en fait, on peut difficilement faire des généralités. Il y a beaucoup d'EHPAD différents, il y a beaucoup de cuisiniers différents. Globalement, on a quand même l'impression que les cuisiniers font vraiment des efforts pour essayer de s'adapter au goût, aux envies des personnes âgées qui résident dans les EHPAD. Et puis, pour les personnes qui sont hébergées, en fait, il y a toute la panoplie de personnalités, il y a toutes les panoplies de capacités aussi alimentaires. Est-ce qu'on peut aller en salle à manger? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce qu'on a des problèmes bucco-dentaires? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on a de l'appétit ou est-ce qu'on n'en a pas? Et finalement, entre le micro-trottoir et ce que vous dites là, voilà, je pense qu'il y a toutes les situations possibles. Alors peut-être que sur le plan médical, alors je ne vais pas discuter la notion de plaisir, c'est évident qu'il faut se faire plaisir et quel que soit son état de santé, en réalité en EHPAD, il n'y a pas de bonne raison de se restreindre d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai qu'il n'est pas question de servir des gâteaux à toute une tablée ou tout un morceau de la salle à manger et puis pas en donner à quelqu'un qui en a envie. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Après, il y a des grandes lignes sur le plan médical. C'est qu'on sait que ce n'est pas une bonne chose de perdre du poids, alors que c'est quelque chose qui est un peu banalisé dans cette situation. Si on perd du poids, souvent c'est qu'on perd des muscles. Et si on perd des muscles, ça devient un peu compliqué. On peut avoir des difficultés pour se lever d'une chaise, pour marcher, on peut tomber, etc. Donc, une des priorités, je pense que dans cette situation, c'est de faire ce qu'on peut pour garder ses muscles. Et pour garder ses muscles, il faut manger. Il faut manger suffisamment pour pas perdre de poids. Et puis, il faut manger justement des plats qui contiennent des protéines. Et donc, on propose de manger des plats avec viande, œufs ou poisson midi et soir, et puis des laitages au petit déjeuner. Et puis, de faire des collations. J'espère qu'on vous en propose. Oui. Et puis, surveiller le poids au moins une fois par mois. Et puis, être attentif à la nutrition. Alors, quand l'état médical est stable, ce qui a l'air d'être le cas pour vous deux, en général, on arrive à maintenir son poids et se stabiliser aussi sur le plan nutritionnel. Ce qui est un peu plus difficile, c'est quand il y a un événement intercurrent, un problème médical ou chirurgical. À ce moment-là, malheureusement, à cet âge-là, on perd facilement l'appétit. Et manger quand on n'a pas d'appétit, même si on fait des efforts de présentation, etc., c'est difficile. Mais vous avez raison aussi sur le plan de l'appétit. On est plus attiré, il semble, c'est des études qui ont été faites dans les EHPAD, par en effet des assiettes où il y a différentes choses, de différentes couleurs, de différentes natures. Et finalement, comme ça, on va goûter, il semble, un peu de tout. Et donc ça, c'est une des clés pour essayer de faire manger des personnes qui ont peu d'appétit. Aussi, on peut multiplier les prises alimentaires dans la journée. On n'est pas du tout contraint à manger que 3 repas par jour. Il y a des EHPAD qui ont proposé de faire un self-service petit déjeuner. Et donc, quelquefois, les personnes vont prendre un petit déjeuner à 7h du matin et puis un autre à 9h. Eh ben, c'est très bien. Ils ont oublié qu'ils avaient pris déjà un petit déjeuner. Ou que ça leur fait plaisir. Et quelquefois, ils oublient et finalement, c'est pas une mauvaise chose parce que du coup, ils mangent mieux. Voilà. Donc, je pense que le côté de respect du rythme de chacun. Après, on a le conflit d'une alimentation de collectivité, alors qu'on s'adresse à des individus très différents aussi sur le plan de l'alimentation. Donc, il y a tout un ensemble de questions qu'il faut aborder. Mais j'ai l'impression, pour ce qui vous concerne, ça se passe plutôt bien. Oui, oui. Absolument, ça se passe bien. Merci beaucoup. Mais du coup, cette question de pouvoir manger un peu quand on veut, c'est à tous les âges ? Alors, c'est... ça dépend. C'est pas du tout intéressé, mais il y a des personnes qui préfèrent manger plusieurs fois dans la journée. Et tant qu'elles gardent un poids normal et stable, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de repos digestif. Ça, c'est une espèce d'idée. De toute façon, on digère à peu près 20 heures sur 24. Donc, que vous preniez 2 repas à 3 heures d'affilée ou à 4 heures, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est la quantité globale. Ok.
Donc, si vous préférez des petites portions, il y a des gens qui mangent comme ça. Et puis, il y a des gens qui mangent que 2 repas par jour et qui ont aussi un poids stable. C'est un peu, là aussi, il y a des physiologies un petit peu différentes. D'accord, super. On retiendra aussi ce terme. Voilà. On n'a pas parlé de lentilles, mais on y reviendra. Alors, on est à la fin de cette première table ronde. Il y a certainement des questions. Alors, peut-être sur les réseaux sociaux ? Oui, effectivement. Alors, on a beaucoup de chefs qui nous suivent ce soir. Et on a notamment, alors je pense que c'est Monsieur Ben, qui est chef de cuisine, qui nous dit que sur chaque région, ce serait bien que les chefs proposent leur repas à thème à toutes les résidences en France. Donc c'est plus voilà, un appel voilà, la motivation. On a vraiment des chefs motivés et qui ont envie de participer au repas à thème. Alors on sait qu'il y a déjà, en plus, je crois, mesdames, des repas à thème qui sont organisés régulièrement dans les établissements. Aujourd'hui, nous avions le thème, c'était les États-Unis et le petit déjeuner à l'américaine. C'était pour ce matin. À midi, je ne sais pas si... oui, à midi, il y avait des plats dits américains, mais enfin, ils étaient de très très loin américains. Mais il faut quand même dire que les gens ont envie de goûter quelque chose d'autre. Et puis, les générations changent. Il faut quand même se dire aussi une chose, c'est que la population change vite. Et les gens n'ont pas eu la même nourriture dans leur enfance et ont envie aussi de retrouver l'aimer de leur enfance. Oui, et bien alors, sûr. ce qui est très amusant, ce qui est très drôle, je dois dire ce qui est très très drôle, c'est de voir que les gens qui sont au régime sans sel se précipitent sur les salières. Bien sûr. Et je leur dis, pourquoi prenez-vous des médicaments où on vous dit pour faire baisser la tension puisque vous mangez du sel? Alors, je vais docteur, professeur, dites-nous. Je vais les défendre. Il n'y a pas vraiment de bonne raison de manger sans sel. Oui. Il n'y a pas d'indication médicale de manger peu salé. Oui. Et c'est vrai que l'alimentation sans sel, c'est vraiment pas bon. Oui. Donc, je vois aucune bonne raison d'avoir des régimes sans sel dans les cuisines, dans les EHPAD. Ça va simplifier le travail des cuisiniers. Et voilà. Ce que certaines personnes ne tolèrent pas bien en cas d'insuffisance cardiaque un peu avancée, c'est les variations d'apport de sel. Mais si vous avez tous les jours la même à peu près de quantité de sel, eh bien à ce moment-là, on adapte les médicaments et les gens peuvent manger. D'accord. Mais si vraiment on mangeait moins de sel, on prendrait moins de médicaments ? Ou c'est pas si net que ça ? Alors, il faut réfléchir différemment quand on a 75, 80 ans, 90 ans, 95 ans, 105 ans maintenant dans les EHPAD, et quand on a 40, 50 ans et qu'on veut faire de la prévention. Donc, évidemment que le fait de parler de dénutrition n'empêche pas de garder en tête qu'il faut prévenir l'obésité quand on est jeune. En fait, le mieux, c'est quand on est jeune d'être mince et de prendre progressivement du poids dans l'avancée en âge. C'est ce qui est associé à la meilleure santé de manière générale. Et puis, une fois qu'on arrive à un certain poids, un certain âge, ce qui est important, c'est de ne pas remaigrir. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes. Donc, les restrictions alimentaires, quand on est en EHPAD, n'ont pas vraiment de sens. Je pense que même un régime diabétique, ça n'a plus vraiment de sens non plus sur le plan médical, dans la mesure où même les jeunes diabétiques, pour qui on cherche vraiment à prévenir les complications du diabète, ce qu'on appelle le régime diabétique, c'est un régime normal. D'accord ? C'est évidemment pas une grande bouteille de jus d'orange à 10h30 du matin, etc. Mais c'est un régime équilibré, disons, ce qui est conseillé traditionnel. Quand on est diabétique, on peut manger un gâteau en fin de repas, il n'y a pas de problème, il faut s'adapter. Que c'est doux et bon d'entendre tout ça. Et puis je retiens bien qu'à partir d'un certain âge, donc vous avez dit avant 40 ans, donc moi je suis encore dans cette logique de prévention, mais je me prépare pour quand j'aurai 40 ans, quoi. Donc je ferai plus attention. D'accord, mais merci de tous ces éléments. Merci vraiment mesdames à toutes deux. À propos du sel, il y a aussi les résidents qui salent avant de goûter. Oui. Automatiquement, on remet du sel. Oui, c'est une habitude. Quel que soit, c'est vraiment l'habitude. Ah oui, avant même, alors que c'est parfaitement salé, il n'y a pas de problème, mais on remet du sel. Une bonne dose, et même sur le fromage.
Eh ben, alors. Certaines personnes perdent un peu le goût du salé, et donc ils ont besoin de saler un peu plus pour sentir le goût. Absolument. Donc c'est individu dépendant. Oui, il y a ça aussi. Alors, le sel, les lentilles, le diabète, et je sais qu'il y a une question dans la salle. Allez-y. Oui, bonsoir. Effectivement, ma question était sur le goût. Est-ce qu'on le perd avec l'âge et est-ce que ça concerne toutes les personnes âgées ou pas? Alors, quand on fait des études de physiologie chez des personnes qui vieillissent, disons, en bonne santé, on perd, oui, le goût. On perd surtout le goût du salé, justement. Et c'est pour ça que peut-être que les plats de résistance tendent à devenir un petit peu plus fades à partir d'un certain moment. Et donc, c'est important de redonner du goût dans l'assiette. Alors, ça veut dire déjà pas de restriction de sel, c'est pas la peine d'en mettre une tonne, mais pas spécialement de restriction de sel, mais aussi des plantes aromatiques, du poivre, de la moutarde, ce qu'on veut, du ketchup, de la mayonnaise, tout pour donner du goût. Et donc, ça, c'est un peu physiologique. Après, le goût qu'on garde le mieux, c'est le goût du sucré. Et c'est peut-être aussi pour ça que les personnes en vieillissant ont tendance à se tourner vers le sucré parce que ça a plus de goût, ça donne du plaisir. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas de raison non plus de les priver de sucré, sauf qu'il faut juste garder un équilibre global et essayer quand même d'arriver à manger des protéines, des féculents, des légumes aussi, bien sûr, etc. Je viens de comprendre pourquoi je me suis intéressé très tôt au vieillissement. C'est par rapport au sucre. Tout va bien. Voilà qui me rassure. Ça m'arrange aussi. Ça vous arrange. Merci beaucoup à vous deux. Merci de ces interventions très sympathiques et libres et joyeuses. C'est quand même ça aussi. C'est pas triste, c'est pas triste. Bah non, c'est pas triste. Tout à fait. Alors, on va vous. Oui. Ah, est-ce qu'on peut faire passer le micro? Oui, parce qu'après on peut pas entendre. Le monde entier vous écoute, donc il faut qu'il puisse entendre. Eh oui. Il faut appuyer sur quelque. Bonsoir, pardon. Je voulais poser une petite question aux deux résidentes des EHPAD Corian. Est-ce que dans vos établissements respectifs, vous avez un macaron au niveau de l'entrée de la porte, un macaron jaune Goemio? Ah, ben justement. Là, moi, je peux vous répondre. Je sais qu'il y a une discussion qui a lieu en ce moment pour accorder, j'oublie toujours, excusez-moi, pour accorder un macaron. Et justement, moi, je me demandais un petit peu qu'est-ce qui faisait qu'un établissement avait un macaron et un établissement Corian plutôt qu'un autre, puisqu'apparemment vous n'avez pas, et vous semblez être contente de ce que vous avez dans l'assiette. Ah, mais on ne va pas vous dire que c'est ignoble alors que c'est bon. non, c'est pas ça que je dis. C'est que je me dis, est-ce qu'il y a un petit plus quand il y a un macaron au niveau de l'assiette, du bonheur dans l'assiette, ou est-ce que non, pas forcément. Est-ce que c'est la table? Est-ce que c'est la salle de restaurant? Est-ce que ce sont les couverts, la nappe? Tout. Alors, pourquoi il n'y a pas de macaron jaune au niveau de vos deux... parce que jusqu'à présent, on ne s'en inquiétait pas. Ah, je ne sais pas. Pense que le problème, il était là, c'est qu'on ne s'en occupait pas et que, de toute façon, les gens arrivaient, quand ils arrivent dans une EHPAD, ils pensent qu'ils ont apporté avec eux leur régime, le traitement de leur médecin, qui rentre en conflit quelquefois avec le traitement du médecin. Oui, c'est pas tout à fait ça que je voulais demander. C'était la caution Goemio. Ouais. Qu'est-ce que ça Alors veut justement, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons le directeur de la restauration qui est avec nous ce soir de Corian, Fabien Croza, qui a bien fait de venir. Donc il va pouvoir vous apporter les réponses. Bonsoir. Alors oui, effectivement, Corian a développé depuis plusieurs années maintenant, en fait, un référentiel qui représente à peu près 250 points avec Goemio. L'important, en fait, c'est et ces dames l'ont très bien dit. En fait, oui, c'est l'assiette, et c'est pas que l'assiette, c'est l'environnement, le lieu, comment une table est dressée, comment elle est servie, la qualité du service, etc., etc. Et donc, en fait, il y a des établissements en fait qui sont parfois volontaires, puisqu'en fait, il faut avoir aussi des équipes de restauration, de service, une direction d'établissement qui fait un projet d'établissement autour de cette thématique. Et en fait, c'est tout un ensemble en fait qui fait que cet établissement il est ciblé demain pour avoir la labellisation Goemio. Et effectivement, c'est vraiment un parcours d'expérience de la restauration et d'expérience client qui fait que la labellisation est accordée ou pas à un établissement. Voilà. Aujourd'hui, ça représente à peu près une 60aine d'établissements dans notre réseau.
D'accord, merci beaucoup. Merci à vous deux à nouveau. On va proposer de rentrer. Voilà. On a encore une question. On va aller Encore prendre nos micros. Une dernière. Oui, posez-les là tranquillement. Oui. Oui, vous pouvez pas les emmener avec vous, les micros. Non. En général, on essaye pas. Oui, c'est ça, ça sert pas à grand-chose. Oui. Bonjour, alors, je suis diététicienne à Corian Magenta. J'avais une question pour les deux résidentes. Désolée. Je suis navrée. Allez-y, posez la question puis on va. Alors, en fait, je suppose qu'il y a également des commissions de menu dans vos établissements. Et je voulais savoir comment vous perceviez ces commissions de menu. Alors, cette commission menu. C'est une commission qui se réunit plusieurs fois par trimestre et on nous propose différents menus, différentes viandes, accompagnements. Sinon, c'est fait d'une façon très rationnelle. Et nous avons la chance d'avoir des gens qui s'intéressent à la question. Et c'est important. Et donc les gens, puis alors après, sinon il y en a qui viennent vous voir avec un regard vengeur en vous disant « Oh bah oui, mais enfin tu te rends pas compte, on a mangé 3 fois telle ou telle chose. » Je leur dis « Qu'est-ce que vous voulez la prochaine fois solliciter, on vous mettra langouste, caviar, et ça ira beaucoup mieux. » Et là, ils en demanderont 3 fois. Non, mais il faut quand même dire que les personnes âgées de notre génération, parce qu'il y a des générations, on voit les strates qui se forment, eh bien, les personnes âgées ont envie encore de vivre normalement. Il ne faut pas les considérer comme des personnes à part, de débiles profonds. Mais c'est vrai, parce qu'on infantilise les gens, et c'est très désagréable d'être infantilisé et de vous dire, non, ça c'est pas bon pour vous, et puis il faut pas leur donner tel poisson parce qu'il y a des arêtes à l'intérieur. Enfin vraiment, non mais c'est vrai, il faut s'arrêter parce que les gens ont évolué et nous avons une nouvelle clientèle, je pense. Merci beaucoup, c'est joli d'ailleurs ce nous avons. Voilà, vous êtes vraiment complètement impliqués. Alors je vais demander à Hélène Clary, à Charlotte Fayolle et à Mathieu Renaud. Le chef Mathieu Renaud a dû adorer quand même tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure. Donc, je vous propose à tous les trois de bien vouloir nous rejoindre. Alors, je vais commencer avec vous, professeur Reynaud-Simon. Là, justement, vous avez déjà un petit peu évoqué, mais il y a quand même un paquet d'idées fausses sur l'alimentation, sur la nutrition. Et quand en plus on rajoute les personnes âgées, ça fait quand même pas mal. Est-ce que, comme ça, vous pouvez nous en décortiquer quelques-unes, les plus fréquentes? On va dire un petit peu non. Alors vous l'avez déjà un peu dit, par exemple avec le sel et ainsi de suite. Mais voilà, nous dire vraiment ce que vous avez vu dans votre pratique et ce que vous connaissez des recherches où vraiment on est complètement ancré dans des croyances finalement qui sont complètement fausses. Alors, j'ai déjà un petit peu évoqué le sujet. On dit toujours que les personnes âgées n'ont pas besoin de manger beaucoup de protéines. Alors en fait, ça c'est exactement le contraire. C'est possible qu'elles n'aient moins d'appétence pour les protéines, les plats qui contiennent des protéines. Mais la réalité, c'est que physiologiquement, ils en ont plus besoin. Par exemple, les adultes jeunes, selon l'Organisation mondiale de la santé, ont besoin de 0,8 grammes de protéines par kilo et par jour. D'accord ? Eh bien, en fait, si on veut vieillir en gardant ses muscles, globalement, en évitant de devenir fragile, eh bien, normalement, il faut manger 1 ou 1,2 grammes par kilo et par jour. Et comme en moyenne, en plus, les personnes âgées sont plus corpulentes que les jeunes, donc c'est vraiment plus de protéines. Alors, quelquefois, les jeunes mangent un peu trop de protéines, plus tellement en ce moment, je dois dire, mais disons que, mais en tout cas, les personnes âgées, souvent, n'en mangent pas assez. Donc ça, c'est le côté... Alors, c'est aussi quelque chose qui est difficile à aborder parce qu'il y a des personnes, des générations qui ont l'habitude de manger qu'une soupe le soir, par exemple. Et une soupe, c'est sûrement bon, c'est sûrement réconfortant, mais s'il n'y a que de l'eau et 2 petits bouts de poireaux et de carottes, c'est pas tout à fait assez nourrissant. Et donc, une des façons de contourner ça, c'est de mettre à côté 2 portions de fromage ou de mettre à l'intérieur de la soupe quelque chose d'un peu plus consistant, du gruyère ou du jambon ou un jaune d'œuf. Enfin, ça, vous savez mieux que moi. Et essayer de faire en sorte que justement les aliments qui contiennent des protéines ne soient pas complètement oubliés. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point,
c'est qu'on pense, là on est dans la semaine de la dénutrition, on pense souvent que les gens qui sont corpulents, en surpoids ou obèses ne peuvent pas être dénutris. On passe devant eux, on dit ben voilà, ils sont gros, donc ils n'ont pas de problème de nutrition. En fait, ils ont le problème inverse. La réalité, c'est que plus on avance en âge, plus on a tendance à perdre ses muscles. Et ça peut être caché sous une grande enveloppe de graisse. Et donc, les personnes qui sont âgées peuvent être à la fois en surpoids, parce qu'elles ont trop de gras, et dénutries parce qu'elles n'ont pas assez de muscles. Et donc, les personnes qui sont en surpoids doivent aussi être surveillées dans les EHPAD aussi régulièrement que les autres. Et il faut faire attention à la perte de poids. Une perte de poids chez quelqu'un en surpoids, ça peut signer la dénutrition. Donc, vous voyez qu'il faut penser ça. On n'est pas juste une enveloppe pleine d'énergie, on est des secteurs compartimentaux qui ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Et c'est peut-être une idée reçue, mais il y a des gens qui ne mangent qu'une seule chose. Par exemple, ils passent leur vie à manger du fromage. Est-ce que c'est bien ou c'est mal, entre guillemets? Alors, leur vie, toute leur vie? Oui, quasiment. Oui, il y a des gens comme ça, voilà. Ouais. Il faut éviter d'être trop mono-aliment parce qu'on passe à côté des vitamines, des fruits et légumes, par exemple. Les alimentations monotones et mono-aliments sont pas vraiment ce qu'il y a de plus conseillé. En fait, si vous voulez aller vers une plus grande qualité du vieillissement, statistiquement parlant, après chaque individu a son histoire, les accidents de parcours, ça arrive, etc., c'est vraiment le régime méditerranéen qui a montré la plus grande efficacité et association avec la longévité. Et qu'est-ce que c'est le régime méditerranéen? D'abord, c'est de l'activité physique. On oublie le bas de la pyramide en général. Ça nous arrange pas trop. Donc, il y a de l'activité physique. Et puis après, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des féculents, du poisson, de l'ail, de l'huile d'olive, des concombres. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un panel d'aliments qui permet, finalement, nous sommes des omnivores et nous avons besoin de manger un peu de tout. Il n'y a pas de chocolat dans ce régime? Pas dans le régime méditerranéen, mais je pense comme vous, c'est une grosse erreur. Oui, c'est vrai. Il faut que les choses évoluent, la science évolue quand même. Voilà, d'accord. Alors, il y a une étude qui a été faite particulièrement en EHPAD où la prise en charge nutritionnelle était associée à du chocolat, en plus du reste, et ça a très bien marché. C'est important quand même de faire avancer la science. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et Hélène Clary, bon, on a vu, il y a eu ce micro-trottoir. Là, on avait nos deux exemples, mais il y a aussi un certain nombre de personnes chez elles et encore plus dans la maison de retraite médicalisée qui ont des bouleversements cognitifs. Du coup, la question aussi du choix, la question des habitudes, la question de comment les gens faisaient avant se pose aussi. Comment on fait sur cette question-là de à la fois lutter contre la dénutrition, permettre, favoriser le plaisir des personnes et en même temps les écouter ou parler à leur place. Enfin, comment ça se passe très très concrètement? D'abord, merci de m'avoir invitée. J'ai été très touchée par le témoignage que nos deux résidentes ont fait. Ça donne presque envie de venir en maison de retraite et de manger chez vous, d'être invitée à table. Vous êtes invité. J'aimerais que ce soit partout pareil. Moi, je pense que c'est un travail pluridisciplinaire. Ça commence en amont et j'ai envie de dire dès l'admission du résident. Donc ça passe par le CVS, donc par l'écoute des personnes malades, mais aussi des familles qui les représentent. Par exemple, on entend des fois des résidents à qui on pose la question qui n'osent pas dire « c'est pas bon ». Mais si, il faut le dire, parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer les pratiques. La commission des menus également, je pense que c'est important d'avoir une représentation pluridisciplinaire, à la fois donc des cuisiniers, des diététiciennes, des résidents et de leurs familles, parce que quand on a des troubles cognitifs et qu'on n'est pas forcément en mesure d'exprimer ses besoins, c'est important qu'ils puissent être représentés. On parlait du plaisir de manger et des régimes. Alors c'est vrai que lors de la commission des menus, on peut avoir certaines exigences par rapport à certains régimes et un équilibre alimentaire. Et en face, des résidents qui disent non, moi je préférais plus de pommes de terre ou autre. Donc savoir les écouter aussi au-delà du régime, je pense que c'est important. Le projet d'accompagnement personnalisé aussi, c'est un bon moyen d'écouter ce que les personnes, alors d'une part, avaient comme habitude au domicile, de le partager avec la famille et l'équipe soignante. À titre d'exemple, nous avions
parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans le médico-social, une résidente, lorsque son projet personnalisé a été réalisé, une de ses attentes, c'était de pouvoir manger de la salade. Elle aimait beaucoup la salade et en entrée, elle voulait de la salade systématiquement avec un carré de beurre. Ça paraît pas grand-chose comme projet personnalisé, mais c'était son attente, c'était ce qu'elle voulait. Et ben on l'a réalisé. Voilà, on l'a réalisé pour son plus grand bonheur. Donc c'est ça aussi, faire plaisir. C'est pas grand-chose, mais ça permet de répondre aux désirs et de faire plaisir à table. Si elle avait demandé du caviar tous les jours, ça aurait été... Elle a su, c'est bien. Et puis également, donc vous l'avez à juste titre bien formulé, il y a le moment de convivialité, le moment de partage, le plaisir de l'assiette, de la façon dont c'est présenté, dont c'est servi, dont on va annoncer le plat, contribue également donc au plaisir d'être à table, avec la particularité donc pour les personnes qui ont des troubles cognitifs d'avoir une attention particulière par rapport à ce point-là, puisqu'elles ne sont plus en mesure vraiment de le verbaliser. Parfois même, certaines ont des problèmes de vue, ce qui fait qu'elles ne voient pas. Donc c'est vraiment les orienter dans le geste. L'odorat aussi est important. Ça peut être par exemple le matin, s'il y a un grille-pain, l'odeur de pain grillé stimule l'appétit et donne envie de manger. Les odeurs, j'ai un exemple que m'avait donné une diététicienne, l'odeur avant le repas de poulet rôti ouvre l'appétit, et même si on n'en mange pas après, et ben finalement ça ouvre l'appétit pour le repas qu'on va vous servir. Donc voilà, il y a des petites astuces comme ça qui permettent d'améliorer le quotidien. Merci beaucoup. Charlotte Fayolle, vous êtes diététicienne, vous intervenez entre autres auprès de personnes qui sont en unité de soins palliatifs, après de personnes qui sont touchées justement par tous ces troubles neurologiques. Comment justement vous prenez, avec votre métier, avec les contraintes que vous pouvez avoir, comment vous prenez justement en compte la notion de plaisir et je dirais aussi de libre choix, de libre arbitre de ces personnes? Comment vous faites ? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour cette émission. Donc, effectivement, pour les patients, donc je vais parler d'abord des patients qui sont en soins palliatifs surtout. La notion de plaisir, elle est juste essentielle et primordiale pour eux parce qu'effectivement, le repas qu'on va leur servir peut être le dernier repas. Donc pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc je passe beaucoup de temps auprès de ces patients. C'est des patients que je vais voir tous les jours, effectivement, pour adapter avec eux le menu, tout simplement, en fonction de leurs envies. Donc on met en place un menu, ce qu'on appelle nous un menu confort. Donc pour ça, je travaille en étroite collaboration avec la chef gérante en cuisine. Pour être capable effectivement de leur proposer vraiment à tout moment de la journée ce qu'ils ont envie et ce qui leur fait vraiment plaisir. Je dis à tout moment de la journée parce qu'effectivement alors moi je parle de patients plutôt que de résidents puisque je suis en clinique SSR et effectivement pour une patiente elle avait envie d'une glace avec de la chantilly pour le goûter et on a fait en sorte qu'elle ait sa glace. Une autre qui avait envie d'un gratin de ravioles. On a fait en sorte avec la cuisinière, pareil, de lui faire ce plat-là. Donc donc la notion de plaisir prend effectivement tout son sens et est vraiment très très importante. Et pour les patients qui présentent des troubles cognitifs, donc effectivement on en a aussi au sein de la clinique. Là, l'approche elle est un petit peu différente parce que c'est des patients qui ont plus forcément trop de repères dans le temps, donc c'est vrai que pour eux ils vont exprimer quelque chose et puis finalement au moment de leur apporter le plat ça va être complètement différent. Donc là on a mis en place au sein de la clinique ce qu'on appelle nous des repas thérapeutiques qui permettent tout simplement
de regrouper un ensemble de patients. Donc en général, c'est 3-4 patients et on les prend en charge pour tout simplement leur faire des recettes. Donc c'est des recettes toutes simples. Ça peut être un gâteau, ça peut être une ratatouille, une compote ou autre. Et ça leur permet vraiment comme ça de se rendre compte effectivement de ce qu'ils sont en train de faire, de retrouver un intérêt aussi à l'alimentation. À la suite de ça, effectivement, on se retrouve tous ensemble autour d'une table. Donc c'est effectivement un moment de convivialité et de partage. Les patients même ont parfois l'impression de se retrouver dans un restaurant. J'en ai certains qui m'ont fait aussi cette remarque-là. Voilà, donc c'est vraiment une notion de plaisir un petit peu différente, mais qu'on arrive à retrouver aussi avec ce type de patients. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mathieu Renaud, vous êtes donc le chef. Vous représentez cette auguste profession. À la fois, vous avez dû voir le micro-trottoir et un petit peu bondir. Ensuite, vous avez écouté nos deux témoins. Et là, vous avez dû rosir de plaisir. Donc, globalement, et vous, ce qui est intéressant aussi, c'est à la fois, on voudrait entendre votre réaction, mais aussi, vous venez de l'univers, je dirais, de la restauration classique. Et vous avez, quand on a préparé, on avait discuté, et vous cherchez vraiment beaucoup à reproduire un petit peu les codes qu'il y a dans ce secteur-là. Et racontez-nous un petit peu comment ça se passe très, très concrètement. Mais d'abord, peut-être un petit peu ce que vous retirez à la fois du micro-trottoir, de ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure. Alors, bonsoir. Merci déjà aux deux résidentes par rapport à leur témoignage. Ça fait toujours plaisir, c'est vrai, d'avoir des résidents ou pour nous en clinique d'appeler des patients, mais qui nous rappellent qu'on fait une cuisine plaisir pour eux, qu'on essaie toujours d'être au meilleur de nous-mêmes, malgré la crise Covid qui a eu lieu par exemple depuis 1 an et que toutes les équipes ont été touchées. Moi, c'est vrai, en effet, je suis autodidacte déjà de métier. Je suis pâtissier à la base. Ça fait 2 ans que je travaille auprès de Groupe Corian. Donc, j'ai intégré la clinique il y a 2 ans. Depuis, j'essaye de m'évertuer à faire en sorte que la cuisine soit vraiment un plaisir tout au long de la journée et tout au long de leur séjour. Nous, on a des séjours qui durent 1 mois à 3 mois, donc c'est moins long que des EHPAD. Mais malgré tout, on essaie de continuer à faire cela. Moi, je m'évertue à penser que les patients ou les résidents devraient être des clients comme d'un restaurant normal. Je dis souvent que si TripAdvisor existait dans les EHPAD ou les cliniques, je pense que ce serait mieux noté que les restaurants eux-mêmes ailleurs, où en tout cas les clients seraient moins pénibles dans les EHPAD, puisqu'ils nous rapportent beaucoup plus de plaisir à nous-mêmes que dans d'autres restaurants, par exemple. Moi, avec la diététicienne, c'est vrai que, comme m'a dit Charlotte, on travaille en collaboration étroite avec les diététiciens et toutes les autres équipes aussi, les soignants, autant l'accueil aussi, pour rapporter les goûts des patients. Donc, nous, par exemple, on essaie tous les jours de modifier leur repas. Donc, on a par exemple un tableau à l'entrée de la cuisine. Tous les équipes, que ce soit l'accueil, le responsable technique ou d'autres personnes qui nous rapportent un problème ou un goût d'un patient, une envie, une spécificité qui lui ferait plaisir, on le note sur le tableau et dès le soir même ou dès le service d'après, on met en place ceci. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment d'être dans une régularité et habitude de ce fait-là. J'ai une équipe qui est très proche, on essaie d'être très soudés. Et c'est vrai que la communication est très importante, autant auprès du patient que de la famille, que autant entre les équipes. C'est vraiment essentiel. Après, les régimes sont vraiment peuvent changer dans la régularité. Je pense que le professeur dira la même chose, qu'un patient peut arriver d'un certain stade de régime et avoir un stade qui change un peu entre-temps du séjour. C'est pareil, c'est vraiment le but de la communication permet de faire en sorte que ce patient, tout le long de ses séjours, puisse se retrouver moins laissé de côté. Merci beaucoup. En vous écoutant, je me disais, quand vous disiez, finalement, on a presque plus de plaisir parce que les consommateurs, les clients des EHPAD et tout ça sont finalement plus sympathiques. Peut-être qu'il faudrait voir avec Goemio pour qu'ils utilisent comme testeurs, comme tout ça, des résidents d'EHPAD. Il y aurait peut-être un truc à faire. On a 2 volontaires qui sont déjà là, qui sont prêtes à y aller. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc à inventer. Alors, merci à vous. On a un petit film
Toi, je n'ai pas oublié. Ah, tout à fait, Ouais. bravo, je te félicite. Alors oui, on fait une petite pause et on va regarder un très joli film qui a été réalisé par le collectif de lutte contre la dénutrition. Le film Avion, qui illustre justement le côté un petit peu sournois, on va dire, de la dénutrition, en particulier des personnes âgées isolées à domicile. Voilà. Et maintenant, on va manger. Non, on veut pas. Fais plusieurs papas. Allez. Delta Papa, Tango Sophie, oui. Delta Papa, Tango Sophie, on va décoller, ok. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Tu manges pas? Non. Ici Tango Sophie. Ouvrez la piste d'atterrissage, s'il vous plaît. La dénutrition touche plus de 2 millions de personnes en France et tue, silencieusement, parfois même sous nos yeux. Pour mieux la combattre et trouver des solutions ensemble, rendez-vous sur alertdénutrition.fr. Soyons très simples. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à des aidants, c'est-à-dire des bénévoles, les familles, les proches, mais aussi aux professionnels, pour stimuler l'appétit des personnes âgées sans tomber dans l'infantilisation? Oui, alors je pense que c'est quand même important. Là, on a une vision très positive de tout ce qui se passe, et tant mieux, parce que ce côté très positif, il existe et c'est bien de le voir. Il y a aussi une réalité qu'une personne sur 3 en EHPAD est dénutrie, et que c'est quelque chose qu'il faut aborder au quotidien. Et ce sont des personnes qui sont des fois très âgées, des fois très malades, des fois dépendantes, et donc qui, avec tout ça, n'ont pas beaucoup d'appétit. Et donc c'est difficile de faire manger quelqu'un qui n'a pas faim. Et il ne faut pas le prendre non plus, pour autant, il ne faut pas le prendre comme une fatalité, parce que justement, un grand nombre d'études ont été menées pour dire que si justement on fait un effort pour la présentation, la densité surtout des aliments, on peut faire manger plus, et quelquefois de manger plus, on se sent plus en forme et on retrouve l'appétit. Ça, c'est important de savoir que quand on a perdu l'appétit, on peut le retrouver. Et c'est par un soin particulier à l'alimentation. Alors, la grande stratégie, c'est vraiment de, non seulement, comme on disait tout à l'heure, donner différentes choses, différentes couleurs, toutes les astuces que vous avez citées, les odeurs de poulet, c'est terrible comme ça donne faim, quoi. Donc, et puis le pain grillé aussi. Enfin, toutes ces astuces sont bonnes. Et aussi, ce qui est important de penser, c'est de faire une alimentation dense. Les personnes qui n'ont pas faim vont pas manger des grands volumes, c'est évident. Et donc, il faut mettre un maximum de calories, un maximum de protéines dans des petits volumes. Et il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait là-dedans. Il y a l'alimentation qui peut être enrichie avec des choses normales, comme la poudre de lait, comme justement tout ce qui est gras, tout ce qui est riche en protéines, le fromage. On peut enrichir finalement, et il y a moins d'eau et plus de choses dedans, et c'est mieux. Et puis après, quand on est dans des situations où ça suffit pas tout à fait, quelquefois on peut être amené à prescrire des compléments nutritionnels oraux qui ont l'intérêt aussi d'être extrêmement denses et aussi riches en vitamines en plus, et qui peuvent aider. En EHPAD, même chez des personnes âgées, même chez des personnes qui ont des problèmes de santé importants, on peut améliorer la prise en charge nutritionnelle. Il y a une étude intéressante qui avait été faite où on avait comparé la prévalence de la dénutrition dans différents EHPAD de différents pays. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui conditionne le pourcentage de dénutrie, c'est d'une part les caractéristiques des personnes,
plus on est malade en général, plus on est dépendant, plus on est dénutri. Mais c'était aussi l'organisation des EHPAD vis-à-vis de l'alimentation. Et donc, c'est un déterminant du pourcentage de dénutris dans les EHPAD. Donc, on peut le faire, c'est pas une fatalité. Il faut de la patience, il faut surtout bien écouter. Il faut jamais forcer à l'alimentation, parce que là, il y a de quoi vous dégoûter pour de bon. Quand vous avez vraiment pas envie de manger, c'est atroce. Mais trouver des astuces, des arrangements, et justement, les diététiciens sont là pour essayer au mieux d'individualiser à la fois d'un côté le côté technique du nombre de calories et de protéines et le côté qu'est-ce que la personne va avoir plaisir à manger, qu'est-ce qu'elle va bien vouloir accepter. Et puis aussi, il faut que la personne concernée comprenne aussi cet enjeu. Je veux dire, chaque personne est un peu acteur de sa santé, et quelquefois les personnes vont faire un petit effort si elles se disent oui, peut-être que si je mange un peu mieux et que je fais un peu plus de rééducation, je fais un effort pour marcher, je vais mieux marcher, je vais plus facilement monter et descendre les escaliers. Donc après, ça dépend aussi beaucoup de quelles maladies sont là, quel est leur degré d'évolution, quel est leur pronostic, quelle est leur capacité de réversibilité. Donc c'est pour ça qu'il y a une réflexion médicale en plus de celle que vous avez tous. Merci beaucoup. Alors derrière moi, il y a à nouveau, pour rappeler qu'il y a ce concours pour aller passer comme ça des journées chez le nôtre. Non, c'est pas pour vous deux. Non, je vois bien que, voilà, peut-être trouver quelque chose, mais voilà, ce concours, voilà, il est pour d'autres. Mais vous pourriez, je crois, venir tester en particulier les aliments après. Alors, Hélène Clary, on a vu avec ce film la question de la prévention de la dénutrition à domicile est une sacrée histoire. Vous, à France Alzheimer, quelle action vous avez auprès des aidants ? Alors, déjà, le film est très émouvant, puisqu'on voit que autant son père, lorsqu'elle était petite, a réussi à la faire manger, autant elle n'y arrive pas, et on sent qu'elle est démunie. Elle ne sait pas quoi faire, elle n'y arrive pas. Donc nous, on accompagne les personnes qui passent la porte de nos 101 associations, puisque nous avons des antennes au sein de chaque département. Déjà, on propose de la formation pour les aidants, leur expliquer que les symptômes de la maladie, comment ils se manifestent, comment prévenir l'épuisement. Voilà, donc comment on peut les accompagner sur ce sujet également de la dénutrition. Nous mettons en place des actions, notamment des ateliers culinaires avec donc nos antennes locales. Parfois également en partenariat avec des cuisiniers d'ESAT, des professionnels de santé également, et à destination donc des personnes malades et de leurs proches aidants. Et là, la maladie disparaît, c'est-à-dire que c'est un grand moment de convivialité partagé avec d'autres couples où on cuisine un repas qu'on a choisi avant, en tout cas un plat, et soit qu'on partage après, soit qu'on ramène chez soi. Ce qui permet également de raviver la mémoire et de reparler ensemble de ce moment de partage. Donc ça, c'est des moments forts et très appréciés. Donc au-delà des ateliers qu'on peut mettre en place, on a aussi des associations qui sont rapprochées de Silver Fourchette, notamment via la semaine de la dénutrition, afin de pouvoir monter des ateliers, des conférences, pouvoir proposer d'autres actions sur le terrain également. Nous avons des flyers, des fiches repères, des fiches pratiques qui sont éditées et construites par des professionnels, qu'elles soient orthophonistes, psychologues, à destination des aidants. Mon proche est à table, il veut pas manger, il se lève constamment, comment je fais? Voilà, des conseils pratiques. Et puis on en a aussi qui passent beaucoup notre porte parce que j'ai pas accès aux soins, je sais pas comment faire, comment j'ai accès à un dentiste, aux orthophonistes. Et là c'est vrai que ça fait partie de la dénutrition. Comment je fais pour avoir accès aux soins lorsque je n'ai plus de professionnels et que j'ai en face de moi un désert médical dans certaines régions. Donc ça, c'est compliqué également. Après, il y a également donc la surveillance du frigo.
Est-ce que, voilà, pour ceux qui vivent seuls, par exemple, à domicile encore, et dont les enfants sont aidants, c'est ouvrir le frigo, s'assurer que le repas est bien consommé, n'a pas été jeté à la poubelle. Voilà, travailler avec les services de portage de repas, les infirmières à domicile qui se déplacent. Voilà, c'est tout ce travail qui est mis en place au quotidien avec nos équipes. Merci beaucoup. Et puis, je crois savoir qu'avec l'Agence des médecines complémentaires, il y a tout un travail qui va se faire, entre autres autour de la question de l'alimentation, puisque finalement, c'est une des approches non médicamenteuses qui permettent aussi de voir si ça a des effets, si ça fait du bien aux aidants. Parce que finalement, la question, il y a bien sûr les personnes qui sont touchées directement, mais la fragilité des personnes qui les accompagnent, et d'abord des familles, est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et donc là, il y a aussi... et on voit bien, d'ailleurs, c'est intéressant de se dire que finalement, l'alimentation est vraiment une problématique de médecine complémentaire, d'approche non médicamenteuse, ainsi de suite. On est vraiment au cœur de la santé au sens le plus beau et le plus large qui soit. Merci beaucoup. Alors, si je peux apporter voilà, une autre précision, on parlait tout à l'heure des cuisiniers. Donc la formation des cuisiniers est importante, notamment en EHPAD, et afin de les sensibiliser à la maladie d'Alzheimer, parce qu'on ne s'occupe pas d'une personne Alzheimer comme on peut s'occuper d'une personne qui est capable de verbaliser ses besoins, de dire ça je n'aime pas, c'est pas bon. Ça va être très compliqué avec un malade atteint de troubles cognitifs. Et du coup, donc, on va mettre en place une formation pour les cuisiniers autour de l'importance de la connaissance de la maladie, et notamment de l'adaptation de ce qui est proposé via le manger-main, par exemple. Voilà. Alors, on va revenir au monde des SSR avec Charlotte Fayolle. Il y a évidemment plusieurs profils de patients dénutris. Comment vous faites finalement pour, alors le terme rééduquer est peut-être un peu fort, mais comment ces personnes qui après sont appelées à sortir des établissements, comment vous faites pour leur donner aussi peut-être des indications pour la suite? Il y a ce qu'elles vont faire pendant le temps où elles sont avec vous, donc vous équilibrez les repas, ainsi de suite, mais est-ce qu'il y a aussi un travail, oui, je trouve pas d'autre terme, éducatif ou d'information ou d'accompagnement? Alors effectivement, je rejoins déjà complètement le témoignage et les propos du professeur, puisque c'est vrai qu'il y a un réel travail de rééducation. Donc quand le patient est au sein de l'établissement, puisqu'on a plusieurs profils de patients dénutris, des patients qui effectivement ont perdu beaucoup de poids, sont complètement dégoûtés de l'alimentation, de la nourriture en fonction des pathologies, effectivement. Donc au sein de la clinique, il y a tout un protocole d'enrichissement qui est mis en place, donc avec le cuisinier. Donc effectivement un enrichissement du potage, la poudre de lait, tout à fait, le fromage, les œufs, enfin voilà, tout ce qui peut être un apport en protéines. Quand effectivement la dénutrition est vraiment beaucoup plus sévère, il y a tout à fait les prescriptions de compléments nutritionnels. Et c'est vrai qu'après, en amont, on essaye de vraiment, donc quand on peut sensibiliser le patient, donc moi je leur remets effectivement un petit fascicule informatif par rapport à la dénutrition, donc avec des conseils pour qu'ils puissent appliquer ça à la maison, avec des menus enrichis. Et effectivement, quand le patient est plus arrive difficilement à comprendre un petit peu la situation, parce que soit plus âgé, soit effectivement il commence à y avoir des troubles cognitifs, etc. Là, je sensibilise aussi complètement la famille. Je peux les orienter vers des portages de repas aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des patients qui malheureusement sont un peu livrés à eux-mêmes quand ils rentrent à domicile. Donc là aussi, ils peuvent très vite aussi se laisser malheureusement aller. Voilà, donc c'est vraiment un travail à ce niveau-là de communication et auprès du patient et auprès de la famille. Oui, je vais même rajouter quelque chose. Ce suivi diététique, il est
capitale pendant l'hospitalisation. En réalité, ce qu'on aimerait bien, c'est que le suivi diététique puisse se faire à domicile après. Et en fait, le principal frein, c'est que les consultations diététiques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et que finalement, on a des projets de ce type-là, par exemple avec la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine, etc., où on a mis en place ce genre d'expérimentation. Les personnes âgées accueillent volontiers pour un certain nombre d'entre eux, pas tout le monde bien sûr, et sont suivis comme ça pendant 3 mois après une hospitalisation. Et on sait que si on fait rien, globalement, beaucoup de personnes vont continuer à perdre du poids après une hospitalisation. Si on fait une prise en charge à domicile, on permet de stabiliser, voire d'augmenter encore le poids. Le moment de la sortie de l'hôpital, c'est vraiment un moment charnière, très compliqué en fait pour la personne âgée. C'est une réadaptation. Déjà, souvent, les médicaments ont été changés, ils ont été fragilisés, ils ont été beaucoup alités, donc ils ont perdu des forces. Et tout à coup, il faut se retrouver à la maison et c'est un moment un peu difficile. Et en réalité, il y a vraiment besoin d'un accompagnement à ce moment-là. Certaines expériences le font, heureusement. Mais ce n'est pas encore systématique, ce n'est pas encore complètement pris en charge. Merci beaucoup, merci à vous 4. On a évidemment complètement débordé. C'est l'assiette qui était remplie, qui a complètement débordé, mais c'est pas grave. C'est aussi parce que le sujet est passionnant et il le restera. Donc je vous remercie à tous les 4 et on va accueillir maintenant. Alors Jérôme Gage, grand témoin. Tu sais, il m'arrive parfois d'être grand témoin, mais moi je fais 1,5 m. Lui, il fait 2 mètres. Donc c'est beaucoup plus cohérent d'être grand témoin quand on s'appelle Jérôme Gage. Et puis peut-être parce qu'il a beaucoup pris de lentilles, je ne sais pas. Les lentilles de Massy sont très 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 célèbres. Alors, je vous remercie à tous les 4. Oui, enfin, oui. Voilà. Et puis on va convier Jérôme, alors, qui est le porte-parole finalement de ce collectif de lutte contre la dénutrition. Et peut-être Jérôme finalement à la fois, bien, ce qu'on attend là, c'est des réactions à tout ce qui s'est dit, hein, évidemment, et puis aussi peut-être, Jérôme Gage, on va pas trahir de secret. C'est un garçon qui a aussi un solide appétit, voilà. Et donc c'est aussi, il a sa vision, un garçon très jeune, voilà, il a sa vision de l'alimentation plaisir, mais aussi, on voudrait savoir plus celle justement de cette notion, parce qu'on a beaucoup incité hein, sur l'alimentation plaisir. Par rapport aux personnes âgées. D'abord une réaction un petit peu de tout ce qui s'est dit. La réaction, elle est en réponse justement à cette centralité de la notion d'alimentation plaisir. On est dans un pays qui culturellement attache de l'importance à la bonne chair. Et donc il faut le revendiquer dans notre patrimoine immatériel, culturel. La bouffe, ça compte en France. Or, il y a un paradoxe, c'est que quand la fragilité, qu'elle soit liée à une maladie ou qu'elle soit liée à l'avancée en âge, à ce moment-là, l'alimentation, et donc le plaisir qui doit aller avec l'alimentation, culturellement, il s'efface, il est trop souvent sacrifié sur l'autel de la réponse qu'on doit apporter à la fragilité. Je m'explique, on connaît tous Hippocrate et son serment. Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Eh bien, notamment à l'hôpital, on parle beaucoup là, de la dénutrition des personnes âgées ou des problèmes d'alimentation ou de l'enjeu du plaisir pour les personnes âgées, mais il ne faut pas oublier que 40% des gens qui sont hospitalisés, là, si on fait une photo des gens qui sont dans tous les hôpitaux au moment où on parle, 40% sont dénutris. C'est normal pour les raisons que le professeur Agathe Reynaud-Simon vous a dit tout à l'heure, à savoir que quand on est malade ou quand on est fragile ou quand on avance en âge, c'est normal de perdre l'appétit. Enfin, c'est normal, ça peut arriver. Par contre, ce qui n'est pas normal, ce qui est dangereux et ce à quoi il ne faut pas se résigner, c'est perdre du poids. Et la première des réponses, c'est face à la perte d'appétit, comment est-ce qu'on ressuscite cet appétit? Et là, il faut qu'on revienne aux fondamentaux du plaisir de l'alimentation et qu'on se pose la question en permanence. Et les témoignages, mesdames, que vous avez portés sur la manière dont se passent les repas dans les EHPAD où vous vivez, c'est qu'on a fait du repas un moment important. Des différents repas à un moment important. C'est pas quelque chose en plus. C'est quelque chose qui structure la journée, qui le rythme, qui ne doit pas être monotone, qui doit être différent d'un jour à l'autre et qui doit surtout prendre en compte tout l'environnement. Parce qu'un repas, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans l'assiette. C'est la manière dont la table est dressée,
c'est les gens avec qui je vais discuter, c'est la possibilité, c'est extrêmement important, la possibilité du choix qu'on peut avoir dans son repas, parce que dès l'instant où on a choisi, c'est donc qu'on le veut. Je fais un parallèle, c'est pas le sujet du jour, mais nous, à l'occasion de la semaine de la dénutrition, on va essayer aussi de faire bouger les lignes sur ce qui peut apparaître comme une fatalité, on le sait tous, mais bon sang, pourquoi on mange pas très bien à l'hôpital? Et c'est paradoxal, parce que, et là il y a des enquêtes, Agathe Reynaud-Simon pourrait mieux les présenter que moi, des patients qui sont dénutris, ils vont rester plus longtemps à l'hôpital, et ils vont avoir quasiment 2 fois plus de chances d'être réhospitalisés dans les 15 jours qui suivent leur sortie d'hospitalisation. Donc, en plus, ça coûte cher. Et en plus, ça coûte cher. Du côté des humains, en plus, ça c'est coûte clair. cher. Et c'est pour ça que ces sujets-là, ils sont des sujets qui nous donnent à voir la manière dont on appréhende la santé, le bien-être dans sa globalité. Et la globalité sur le plaisir de l'alimentation, il est au moment du repas, il est sur la manière de susciter l'appétit. Agathe aussi l'a rappelé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'on mange bien aussi? C'est qu'on est bien dans sa peau, c'est qu'on a fait de l'activité physique, et donc en amont de l'alimentation, du repas, il y a le fait de s'ouvrir l'appétit. Et donc les activités physiques, fussent-elles modérées, elles sont absolument déterminantes. C'est pour ça que nous, par exemple, toujours dans le cadre de la semaine de la dénutrition, là aussi ça ne concerne pas directement les personnes âgées, mais elles peuvent aussi être concernées quand elles sont à domicile ou qu'elles ont été hospitalisées. Dans ce pays, on a reconnu qu'on pouvait prescrire sur ordonnance du sport dans certaines affections de longue durée, et c'est important, je pense notamment aux malades du cancer, mais on s'est arrêté au milieu du chemin. On n'a pas remboursé par la sécurité sociale, alors que c'est démontré que ça coûterait moins cher pour tout le monde, et à commencer par la personne elle-même, qu'elle soit fortement incitée, et donc y compris par une prise en charge par la Sécu de ses activités physiques adaptées, à les faire, plutôt que d'être réhospitalisé ou d'avoir sa maladie qui dure longtemps. Mais donc, pour en revenir à la question, la bonne nouvelle, c'est que quand on a la volonté de le faire, le plaisir de l'alimentation, on est capable de le réintroduire. Mais parce qu'on a mis au milieu du village cette question-là. On s'est dit, c'est un élément de la prise en compte globale du droit au bonheur de la personne. C'est pas uniquement lui prodiguer des soins, c'est pas uniquement lui offrir un hébergement de qualité, c'est aussi la stimuler dans cet aspect de l'alimentation. Ce qui d'ailleurs, assez paradoxalement, pose le problème, on l'a vu avec les témoignages de France Alzheimer et de toutes les associations d'aidants. Le chiffre a été donné tout à l'heure par Agathe. Oui, il y a beaucoup de dénutris en EHPAD, mais pas parce qu'on n'y mange pas bien, et c'est parce qu'on va à l'EHPAD, parce qu'on a déjà cette situation de fragilité. Mais là où il y a par contre un grand nombre de personnes dénutries, mais dont personne en réalité ne s'occupe, c'est des personnes âgées à domicile. Et là, c'est un peu le gros trou dans la raquette. C'est comment on fait en sorte que des personnes, par exemple, qui se retrouvent seules, l'isolement n'arrange pas les affaires en matière de plaisir, de l'alimentation. Donc il faut réintroduire de la convivialité. On a organisé d'ailleurs avec France Alzheimer et les Petits Frères des Pauvres, qu'on connaît tous, donc grande association mobilisée dans la lutte contre l'isolement, des événements. On a produit un petit livret de recettes enrichies, justement, pour comment cuisiner, ce que disait Agathe, des recettes avec des petites portions, mais qui ont bon goût et qui apportent beaucoup de protéines. Et on l'a fait avec les Petits Frères des Pauvres, parce qu'ils disaient, lutter contre l'isolement, c'est aussi lutter contre la dénutrition, donc ça aussi son importance. Donc la bonne nouvelle, dans les EHPAD, mais aussi dans les familles, avec les aidants, à chaque fois qu'on va regarder le sujet de l'alimentation en se disant il est culturellement important et il va être, et moi c'est aussi le point sur lequel je veux insister, en se disant faites-vous plaisir. Agathe l'a dit, mais Éric Fontaine, qui est le président du collectif de lutte contre la dénutrition, il le dit aussi avec ses mots. Quand on a atteint un certain âge, on a fait, je ne sais plus combien, 65 000 ou 70 000 repas dans sa vie. Et on sait, c'est la force des choses, il nous en reste quelques milliers à prendre devant nous. Ce n'est pas ces quelques milliers de repas qui vont changer votre état de santé. Et donc, le plus important, c'est de se faire plaisir. Si vous avez envie de reprendre 3 fois du dessert, mais bon sang, reprenez 3 fois du dessert. Et si, l'année dernière, on avait fait un webinaire avec Michel Delaunay, l'ancienne ministre des Personnes âgées, elle plaidait sur une chose simple. Elle disait, je ne sais pas comment ça se passe dans les EHPAD Corian, les chefs vont nous le dire, mais s'il faut un petit pouce café à la fin, parce que ça fait plaisir, un petit coup de cognac ou un petit coup d'armagnac, mais allez-y. Et le verre de vin, avec modération, mais c'est vrai à tout âge, c'est celui qui participe du plaisir de l'alimentation. Et donc les interdits, rajouter du sel, un peu de piquant, un peu de saveur,
bon sang, se faire plaisir ainsi, c'est aussi absolument déterminant. En tous les cas, ça fait partie des nombreux messages qu'on essaye de faire passer à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Et merci de nous permettre aussi, dans ce beau plateau que je retrouve, de faire passer le message, parce que on a quand même une bataille culturelle. En France, quand on parle d'alimentation, quand on parle de politique de nutrition, on a légitimement mis l'accent depuis des années sur l'obésité, le surpoids, et donc les régimes. Et donc c'est vrai que c'est contre-intuitif. Même le terme de dénutrition, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. On confond avec la malnutrition, le fait de ne pas avoir assez d'argent pour s'acheter à manger. C'est pas du tout le cas. C'est ce que je vous ai dit. La perte d'appétit liée à une fragilité, à une maladie, etc. Et donc c'est un changement culturel de pratique y compris pour beaucoup d'acteurs du système de santé. C'est un vrai défi pour le système de santé. Nous, un des messages qu'on fait passer, Agathe Reynaud-Simon l'a dit tout à l'heure, c'est quel que soit votre âge, il faut surveiller votre poids. Mais dans les deux sens. Une perte de poids rapide, même pour ceux qui, Agathe l'a dit tout à l'heure, sont un peu enrobés, c'est toujours un facteur d'alerte. Et il faut s'en préoccuper. Or, on a un problème en France. Alors je le dis, c'est moins le cas dans les EHPAD, mais à l'hôpital, mais aussi quand on va consulter son médecin, on n'a pas l'habitude rigoureuse de prendre le poids régulièrement. Moi, je fais souvent cette comparaison. Quand vous avez un enfant, entre 0 et 10 ans, si vous allez voir le pédiatre et qu'il ne mesure pas votre enfant et qu'il ne le pèse pas, vous dites « ce pédiatre n'est pas très sérieux ». Parce qu'on veut suivre la courbe de poids pour voir si les choses se passent bien. Et bien, quand vous êtes touché par une maladie chronique, quand vous êtes passé un certain âge, en gros 70 ans, si vous allez voir votre médecin et qu'il ne vous pèse pas réellement pour voir l'évolution de ce poids, il faut que vous lui demandiez à être pesé. Parce qu'il faut suivre le poids. Perdre 5% de son poids en un mois, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc vous voyez, c'est pas colossal. Quand on pèse 60 kilos, si on a perdu 3 kilos en un mois, eh ben, c'est un facteur d'indication d'une dénutrition dont il faudra rechercher les causes. Et donc, vous voyez, on a des batailles culturelles, se peser, promouvoir l'activité physique, mettre le plaisir de l'alimentation partout où on peut le mettre, lutter contre l'isolement. On pourrait parler aussi de l'hygiène bucco-dentaire, parce que si on a des problèmes de dentition, eh bien on a donc des problèmes de mastication, et donc on va renoncer à la viande, aux protéines parfois un peu dures à mâcher, et donc on va risquer là aussi la dénutrition. Donc à toutes les étapes, c'est un beau défi qui est un défi sociétal, et c'est la raison pour laquelle il y a cette semaine nationale de la dénutrition qui a été créée dans le cadre de ce qu'on appelle le programme national nutrition santé, mais que vous connaissez tous parce que c'est celui qui a promu, vous savez, qui promeut 5 fruits, 5 légumes, manger, bouger. Donc on est vraiment dans ces messages de santé publique en disant par vos choix individuels et vos comportements, vous avez la possibilité d'être en bonne santé physique, d'éviter l'obésité, mais aussi d'éviter les situations de dénutrition. Merci beaucoup. Je me disais, en entendant tout ça, on voit que quand même la question sociale peut aussi revenir, parce que les gens qui suivent pas leur hygiène bucco-dentaire, par exemple, c'est aussi des gens qui parfois sont moins bien suivis, et ainsi de suite. Tu es aussi un élu local, et je pense que par exemple, avec le monde HLM, où il y a une proportion importante de gens âgés, et de plus en plus, il y a aussi ces questions-là qui peuvent se poser. C'est comment aussi on accompagne les personnes pour, à la fois financièrement, mais aussi culturellement autour de Sur toutes les questions de santé, malheureusement, les inégalités sociales sont un facteur aggravant des inégalités de santé, et tu as parfaitement raison de pointer le fait que le rapport à l'alimentation, c'est pas un hasard non plus si il y a une corrélation sur les personnes touchées par des situations d'obésité au regard des catégories sociales, et également y compris sur les situations de dénutrition. Mais la dénutrition a aussi cette particularité, c'est qu'elle peut aussi toucher vraiment tous les milieux, et elle nous oblige vraiment à... C'est pour ça que je dis, c'est les chiffres, vous l'avez vu dans le petit film sur lequel c'est Marie Drucker qui nous avait prêté sa voix sur le film L'Avion. Quand on dit 2 millions de personnes qui sont concernées par la dénutrition, vous voyez bien que c'est pas un micro-phénomène, y compris les enfants. Un enfant hospitalisé sur 10 est en situation de dénutrition. Donc, dans la plupart des cas, il va reprendre du poil de la bête, mais encore faut-il qu'on fasse attention à cette situation, et s'agissant des personnes âgées notamment, qu'on sorte de la tête les idées reçues que Agathe Reynaud-Simon vous a rappelées tout à l'heure, qui est que bah oui, c'est normal de ne pas avoir d'appétit ou de manger moins quand on est une personne âgée. Certes, c'est normal de pas d'avoir moins d'appétit. Vous savez, c'est un peu comme... Il a fallu dans ce pays, malheureusement, qu'il y ait la canicule pour qu'on se rende compte que le sentiment de satiété des personnes âgées était plus faible. C'est-à-dire qu'il pouvait faire très chaud et les gens n'avaient pas soif. Et donc, ils se déshydrataient sans s'en rendre compte.
Donc, malheureusement, avec cet événement dramatique, maintenant, tout le monde sait qu'en période de grande chaleur, il faut proposer plusieurs fois par jour, même à une personne âgée qui dit « je n'ai pas soif », il faut lui dire « si, je vous conseille, prenez ce verre d'eau, ça va vous faire du bien ». Et bien, pour l'alimentation, sans être ni dans l'infantilisation ni dans l'injonction, par toutes ces ruses, fractionner les repas, le plaisir de l'alimentation, enfin tout ce qui a été dit mieux que moi précédemment, l'intégrer dans notre rapport à l'alimentation. Donc ça va être un défi de longue haleine, mais qui est absolument nécessaire, a fortiori au regard de la bonne nouvelle qui va se déployer sous nos yeux, à savoir qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. C'est une chance pour notre pays, mais à condition que les choses se passent bien. Voilà. Comme toujours. Et, Agathe Renaud-Simon, je me disais en écoutant Jérôme que peut-être qu'il faudrait rendre obligatoire pour les directeurs des hôpitaux de manger régulièrement ce que mangent les patients. Il y aurait peut-être un truc à faire. L'expérience client est toujours intéressante. Et peut-être que même dans la formation des internes, il y aurait peut-être un truc autour justement du plaisir aussi de la nutrition. Il y a sans doute des choses aussi à inventer de ce côté-là. Enfin, il y a plein de choses à inventer. Et j'écoutais Jérôme, ne serait-ce que sur l'idée de rappeler aux gens il faut boire régulièrement. Pareil, si au-delà de l'eau, on met un petit quelque chose de meilleur, je sais pas, un petit sirop, ce qu'on veut. Moi, je dirais du cacolac. Moi, je dirais du Ricard. Du Ricard pour toi, du cacolac pour moi, selon un peu les personnes. Peut-être que du coup, on boit aussi plus facilement. Enfin, je suis pas médecin, mais s'il y a un petit peu de sirop, c'est pas non plus un drame. Il y a quand même surtout de l'eau. Voilà, donc ça peut être aussi pour justement que ce soit pas infantilisant et que ce soit pas une injonction, qui est aussi là encore du plaisir. Alors. Joli mot pour conclure cette partie et comme disait cette fine fourchette Flaubert, la bêtise c'est de conclure, donc on ne va pas conclure et on va passer la parole à Aude parce que maintenant là il y a eu donc des millions de personnes qui dans le monde entier se sont précipitées pour jouer et pour essayer d'être invitées chez le nôtre. Alors si c'est un candidat d'Australie, il faudra payer le voyage aussi, hein. Apparemment, on reste en France. D'accord. Bon, mais effectivement, il y a eu énormément de participation, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, on va procéder au tirage au sort. On va vous faire encore travailler un petit peu, mesdames. Restez assises. Je vais vous poser une question très simple. En fait, on va avoir 2 tirages au sort. Un premier tirage au sort pour désigner le gagnant des établissements du réseau Corian. Donc, entre, si j'ai bien suivi, 1 et 20. Alors, Madame Marbeau, un chiffre entre 1 et 20. 8. Le gagnant est le numéro 8. Et c'est Corian-Pontlieu au Mans. J'ai une bonne mémoire. Bravo. Donc, bravo à eux. Bravo à cette équipe. Et donc, Madame Vigneault, un chiffre entre 1 et 12. 12. Le centre hospitalier des Fourmis, c'est ça ? Des Fourmis, pardon. Ah bah oui, Fourmis. Dans le 59. Donc bravo à eux. Voilà donc les 2 gagnants. Donc on va rapidement rentrer en contact avec ces 2 établissements pour leur donner les modalités de cette journée de formation. Donc pour les chefs, alors ils vont devoir se lever très tôt parce qu'il y a une visite de Rungis qui est prévue pour choisir des ingrédients de saison pour réaliser la recette ensuite et évidemment déguster ce qu'ils auront préparé pour ensuite régaler les résidents en rentrant. Et donc, en plus, c'est un hôpital, donc c'est d'autant plus approprié par rapport à ce que l'on vient de dire juste à présent. Alors, on continue avec les prochaines actualités de la Fondation. Alors, on voulait vous reparler du gagnant du prix de la Fondation 2020, qui est l'EHPAD associatif Notre-Dame des Cèdres, qui avait en projet de réaliser une exposition photo sur le principe de « quand je serai grand, je serai ». Je ne sais pas si vous connaissez ces petits tableaux qu'on met dans les chambres d'enfants. Eh bien, ils ont réalisé des photos sur le thème des métiers en maison de retraite. Et voilà ce que ça donne. Donc, des photos intergénérationnelles. Voilà, donc quand je serai grand, je serai soignant de nuit, je serai cuisinier. Voilà, une très très jolie exposition que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation Corian si vous voulez regarder toutes les photos. Ensuite, les prochains rendez-vous. Alors, on a un événement avec l'un de nos partenaires, l'Université catholique de Lyon,
qui est prévu le 3 décembre à Lyon. Donc, c'est une journée d'études sur les intelligences artificielles au service du corps vulnérable. Donc, on va parler nouvelles technologies, on va parler robotique auprès des personnes âgées vulnérables en établissement. Donc, il y a un lien d'inscription. Vous pouvez suivre cet événement à distance si vous le souhaitez, qui est disponible sur le site de la Fondation Corian. Et puis Serge, nous reprenons enfin nos matinales après presque 2 ans d'arrêt. Nous repartons en région le 16 décembre prochain à Lille sur la thématique de la prévention au cœur des territoires. Ce sera l'occasion notamment de revenir sur une jolie opération pour laquelle nous étions partenaires, l'opération Bus du Cœur, avec les équipes de la Fondation Agir pour le cœur des femmes et Claire Mounier-Veillé, qui ont cette année sillonné 5 villes de France pour proposer des dépistages gratuits à des femmes, notamment dans les quartiers populaires. Et puis, le prochain plateau, le plateau de la Fondation, donc en janvier, le 27 janvier, l'éthique, c'est pratique. On reviendra sur une étude de la Fondation sur comment mettre en place des espaces de réflexion éthique en établissement. Donc, on en reparlera avec le professeur Gilles Berru qui nous a accompagnés sur cette étude et on vous présentera les premiers résultats et le cahier des charges que nous allons réaliser dans le cadre de ce projet. Voilà, donc un programme encore riche qui va nous accompagner jusqu'au début d'année 2022. Merci beaucoup. Merci. On a pris une petite dizaine, un petit quart d'heure de retard. Ça reste 6 minutes. 6 minutes. C'est vraiment de la rigole. Attends, j'ai pas parlé encore. Et donc ça sera 1 heure et 6 minutes de retard à la fin. Voilà. Mais je crois que c'était un joli moment d'abord. Il fallait. Vu le sujet, on n'avait pas commencé à pleurer et tout ça. Hein, donc c'était. Merci à vous deux, mesdames, parce que vous avez mis de la vie dans tout ça. C'était. Encore une fois, tu as dit, Jérôme, hein, il y a un rapport culturel à tout ça. Il y a même un rapport, j'ose le mot, républicain. D'ailleurs, dans le temps, on parlait de banquet républicain, qui était aussi des moments où comme ça, la République, en partie, d'ailleurs, s'est construite aussi sur la bonne bouffe. Ça a été aussi. D'ailleurs, très souvent, tout le monde s'est dit, quand il y a un problème et tout, on va se faire un repas, on va se faire, on va un peu déjeuner, on va dîner, voilà. C'est essayer de régler les questions. Souvent, d'ailleurs, ce moment Covid, de ce point de vue-là, a montré aussi la difficulté. J'entendais sur les grandes réunions gouvernementales et autres, les gens disaient mais parfois le fait de se voir que en visio empêche aussi de régler quelques petites problématiques qui se règlent parfois plus facilement autour parfois d'une bonne bouteille. Talleyrand l'avait organisé bien avant, hein, en 1815. Il a été, donc c'était notre formidable, incroyable ministre des Affaires étrangères, mais il a aussi généré, il avait amené son propre cuisinier dans l'idée aussi, en régalant bien les différents dirigeants, les rois et reines. C'était aussi une manière de faire une diplomatie culinaire, mais qui a permis de faire passer un certain nombre de choses, et on a gagné certains territoires en échange de quelques bonnes bouteilles. Donc finalement, là aussi, on voit bien que depuis tout le temps, cette histoire de rencontre, cette histoire de dîner, cette histoire de partage est aussi une histoire de vie. Et là encore, du premier jour au dernier jour, d'une certaine manière, il y a aussi ce plaisir, cette écoute. Là aussi, le droit de choisir, tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez tous dit, c'est quand même que la démocratie, c'est quand même pouvoir choisir. Alors, c'est pas choisir n'importe quoi. C'est dans un cadre restreint, parce qu'on peut pas se dire nécessairement je veux absolument du caviar tous les soirs. C'est pas ça non plus. C'est pas la fête au village nécessairement tous les soirs. Mais c'est dans un cadre relativement contraint de pouvoir émettre un certain nombre de choix. Et finalement, la France a été aussi, le général de Gaulle disait, c'est impossible de gouverner un pays de 360 fromages. Il y a aussi ça. C'est vrai que c'est parfois plus difficile, mais en même temps, ça construit aussi une pluralité, ça construit aussi des échanges, et puis ça construit aussi des découvertes. Vous l'aviez dit, et tout le monde le dit, on peut découvrir un mets. Je sais pas, moi, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, je ne l'aimais pas, et puis je découvre qu'à un âge plus avancé, je l'apprécie. Et inversement, d'ailleurs, on peut aussi évoluer, on fait des choix de vie, on décide de ne pas manger de viande, on décide de ne pas manger de poisson, que sais-je encore, on peut faire ses choix. Mais la question de choix, et puis de voir comment ensuite on compense ce choix en faisant attention à tel ou tel autre élément. Et puis, vous l'avez dit, il y a
finalement, il y a deux éléments assez majeurs. Il y a celui de l'alimentation, nutrition, dénutrition, et celui de l'activité physique. Il y a un petit peu ces deux éléments-là. Donc, je crois que l'obligation est de retourner en vélo ce soir, par exemple, voilà, pour mériter un petit peu tout ça. D'ailleurs, souvent, le fait de faire l'activité physique, il y a le côté, on a plus faim après, mais il y a aussi un petit truc un peu psychologique, c'est j'ai le droit. Puisque justement j'ai fait un petit peu d'activité, par exemple la course à pied, c'est génial parce que c'est un énorme prétexte pour bouffer, je dis bouffer là, de prendre énormément de pâtes par exemple ou des choses comme ça. Il y a aussi comme ça quelque chose, alors c'est peut-être pas toujours diététiquement ce qu'il y a de mieux, mais voilà, il y a aussi encore une fois ces questions de plaisir et cette question d'être en relation, d'être en échange. Il y a aussi ça qui est autour. Vous l'avez dit toutes les deux, c'est aussi à table. On discute avec les autres, on partage avec les autres. On peut aussi partager des goûts et des dégoûts. Mais voilà, et ça crée généralement sans s'envoyer en l'air l'assiette ou quoi que ce soit. Et puis vous l'avez dit, il y a la question de l'esthétique qui est une question culturelle. C'est-à-dire que c'est aussi se régaler avec les yeux, c'est aussi prendre du plaisir avant. Il y a aussi quelque chose, et puis de s'en souvenir après. Delarue disait, pas l'animateur, disait le souvenir du bonheur, c'est encore du bonheur. Parfois, le souvenir d'un bon mets, c'est aussi encore un bonheur. Et je me souviens, alors c'est pas très très joyeux, mais j'ai souvenir comme ça de personnes qui témoignaient après les camps de concentration, des gens qui arrivaient encore, alors même qu'ils souffraient de faim de manière incroyable et qui en même temps se rappelaient des menus, en disant c'est une manière aussi de me rappeler à quelque chose qui s'appelle tout simplement la civilisation. Parce que l'art de bien manger, c'est aussi un art civilisationnel. On voit aussi les différences avec différentes civilisations. Oh, c'est très chic, on termine sur la civilisation, c'est quand même pas rien. Voilà. Mais on va surtout terminer en se disant merci, bravo. On va faire un petit peu d'activité physique, on va tous s'applaudir, entre autres vous applaudir vous deux. Voilà, comme ça fera du bien, ça va faire un peu d'exercice. Voilà. Donc, on aura comme ça bonne conscience pour ensuite aller, je crois qu'il y a un cocktail qui nous attend. Voilà. Et donc, bon appétit et à très bientôt. Et merci encore de votre venue. Et merci à la semaine de la dénutrition. Et merci à vous deux. Et merci à l'ensemble des personnes qui sont intervenues. Ciao.